Imaginez une vie entière passée sous les feux des projecteurs, où chaque chanson entonnée, chaque rôle incarné à l'écran, n'est que la surface d'un océan de secrets et d'émotions profondes. Line Renaud, cette légende vivante de la chanson et du cinéma français, aujourd'hui âgée de 97 ans, n'est pas seulement une artiste adulée pour son talent et son élégance intemporelle. Elle est avant tout une femme qui a porté en elle des vérités lourdes, des regrets enfouis au plus profond de son âme, et des confessions qu'elle n'a osé révéler qu'au crépuscule de son existence, quand le temps presse et que les masques tombent enfin. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours extraordinaire, non pas à travers les titres de journaux ou les applaudissements des salles combles, mais en plongeant dans l'intimité d'une fillette du Nord qui a dû grandir trop vite, d'une jeune femme qui a aimé avec passion et souffert en silence, et d'une icône qui, malgré les épreuves, a toujours choisi de briller pour les autres. De ses racines modestes marquées par la guerre à ses combats acharnés pour la dignité humaine, en passant par des amours interdits, des trahisons déchirantes et des regrets qui hantent encore ses nuits, ce récit va vous captiver, vous émouvoir profondément, et peut-être même vous inspirer à réfléchir sur vos propres secrets. Restez avec moi jusqu'à la fin, car son dernier souhait, formulé avec une sérénité qui force l'admiration, pourrait bien vous laisser sans voix et vous faire voir la vie sous un nouveau jour. Si cette histoire vous touche au cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réactions, à aimer la vidéo pour soutenir ce type de contenu, et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations fascinantes. Line Renaud n'est pas née sous ce nom qui évoque aujourd'hui les lumières de Paris et les mélodies intemporelles. Non, elle voit le jour sous le nom de Jacqueline Ante, le 2 juillet 1928, dans la petite commune de Pontiep, nichée dans le nord de la France, tout près de la frontière belge, un endroit où les hivers sont rudes et les rêves souvent confinés aux murs des maisons modestes. Dans ce village ouvrier, où l'air porte encore l'odeur du charbon des mines voisines, l'enfance de Jacqueline n'a rien de l'éclat glamour qu'elle incarnera plus tard sur les scènes du monde entier. À tout juste 12 ans, elle grimpe déjà sur un tonneau branlant dans le café familial, sa voix enfantine mais assurée entonnant la Madelon, cette chanson populaire qui parle de bravoure et d'amour, espérant capter l'attention des clients attablés, souvent trop absorbés par leur verre de bière ou leurs discussions animées sur la vie quotidienne. C'était sa façon à elle de s'évader, de rêver à un avenir plus grand que les rues étroites de son village. Mais la Seconde Guerre mondiale, avec ses ombres menaçantes et ses sirènes hurlantes, vient tout bouleverser. Son père, un musicien amateur qui jouait dans un orchestre local pour arrondir les fins de mois, est fait prisonnier par les Allemands. Son absence crée un vide immense dans la maison, un silence pesant que Jacqueline tente de combler par ses chants improvisés. Lorsqu'enfin il revient, amaigri et marqué par les horreurs du camp, ce n'est pas pour des retrouvailles chaleureuses et réconfortantes comme dans les films hollywoodiens. Au contraire, son retour apporte une tension nouvelle. « J'avais peur de lui, surtout le vendredi », confiera-t-elle des années plus tard dans une interview émouvante, sa voix encore tremblante au souvenir de ces soirées où l'alcool transformait son père en un homme imprévisible, susceptible, bien que jamais violent physiquement. Ces moments d'instabilité forgent en elle une vigilance constante, une capacité à anticiper les tempêtes émotionnelles. Et puis, il y a ce secret dévastateur qui éclate comme une bombe au cœur de son innocence. À peine adolescente, Jacqueline découvre par hasard que le petit garçon avec qui elle joue innocemment dans les rues du village, partageant des jeux d'enfants et des rires complices, est en réalité son demi-frère, fruit d'une liaison cachée menée par son père pendant des années. Les hurlements de sa mère, qu'elle surprend en rentrant de l'école un après-midi ordinaire, résonnent encore dans sa mémoire comme un écho douloureux. « Ce moment a volé ce qu'il me restait d'innocence », dira-t-elle, les yeux embués, décrivant comment cette révélation a fissuré l'image idéalisée qu'elle avait de sa famille, la forçant à grandir en un instant. Sa mère, une femme de caractère forgée par les épreuves, ne se laisse pas abattre et demande le divorce, un acte audacieux, presque révolutionnaire dans la France conservatrice des années 40, où les femmes étaient souvent condamnées à endurer en silence. Dès lors, Jacqueline est élevée par un trio de femmes fortes, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, qui lui transmettent les leçons essentielles de la vie. Elles lui apprennent la résilience, l'art de survivre aux tempêtes sans jamais se plaindre, de transformer la douleur en force intérieure. Mais ce courage, si précieux, a un prix élevé, celui de taire ses blessures les plus profondes, de sourire face à l'adversité pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Ces premières années, marquées par la perte, la trahison et la nécessité de se reconstruire, forgent en elle une dualité fascinante qui définira toute sa vie, une façade lumineuse, rayonnante pour le public, et un cœur chargé de silence lourd, de cicatrices invisibles qui ne demandent qu'à être guéries. À l'âge de 14 ans, Jacqueline vit ce que beaucoup considèrent comme un échec majeur,
elle échoue au certificat d'études, ce diplôme qui ouvrait alors les portes d'un avenir stable dans la société d'après-guerre. Pour la plupart des jeunes de son époque, cela signifiait la fin des rêves, une condamnation à une vie de labeur modeste. Mais pour elle, c'est une délivrance inattendue, un souffle de liberté qui la libère des chaînes de l'école, avec ses règles strictes, ses bancs inconfortables et ses leçons qui ne parvenaient pas à capturer son esprit bouillonnant. « Je n'étais pas faite pour rester assise », confiera-t-elle plus tard avec un sourire malicieux, un éclat dans les yeux qui trahit sa joie rétrospective d'avoir échappé à un destin tracé d'avance. Cette liberté nouvelle la propulse vers sa véritable passion, la musique. Elle auditionne pour le Conservatoire de Lille, un lieu chargé d'histoire et de talent naissant, où sa voix, encore brute mais pleine d'émotion, et sa détermination farouche impressionnent les jurés. Imaginez la scène, une jeune fille timide mais résolue, debout sur une estrade, chantant avec une sincérité qui transcende les notes. Le directeur de Radio Lille, présent par hasard ce soir-là, est captivé et lui offre sur le champ une place dans l'orchestre de la station. C'est ainsi que naît Jacqueline Ray, son tout premier nom de scène, un pseudonyme qui marque le début d'une transformation magique. En 1945, à tout juste 17 ans, elle foule pour la première fois les scènes des music-halls parisiens, ces temples de la joie où les artistes se produisent devant un public avide de distraction après les années sombres de l'occupation. La France, encore marquée par les ruines de la guerre, les rationnements et les souvenirs douloureux, cherche désespérément à retrouver la joie, l'espoir, l'évasion dans un monde meilleur. Jacqueline, avec sa voix claire comme un cristal, son sourire vulnérable qui cache une force intérieure, et son charisme naissant, incarne parfaitement cet espoir. Elle n'est pas encore Line Renaud, mais déjà, elle touche les cœurs, offrant des moments de légèreté dans un quotidien gris. C'est à Paris, au milieu de cette effervescence artistique, qu'elle rencontre Loulou Gasté, un compositeur renommé, de 20 ans son aîné, déjà bien établi dans le monde de la musique. Leur connexion est immédiate, électrique, mais pas encore amoureuse, du moins pas pour elle. « Je le trouvais vieux », plaisantera-t-elle des années plus tard, riant de sa réponse effrontée quand il l'invite « Oh, votre père ». Pourtant, Loulou voit en elle un diamant brut, un potentiel infini. Il la prend sous son aile, la rebaptise Line Renaud en s'inspirant du nom de sa grand-mère, Renard, modifié d'une simple lettre pour plus d'élégance. Il la forme patiemment, lui apprend les subtilités de la scène. Comment se tenir avec grâce, comment capter un public avec un regard, comment transformer une chanson en une émotion partagée. Line n'a pas été formée pour la célébrité dans les écoles prestigieuses, elle l'est devenue par pure nécessité, par une détermination farouche à s'élever au-dessus de son passé. Dans un Paris assoiffé de beauté et de nouveauté, elle offre une lumière fragile mais authentique, une vulnérabilité qui rend ses performances inoubliables. Pourtant, derrière les applaudissements enthousiastes et les fleurs lancées sur scène, les blessures de l'enfance ne cicatrisent pas complètement. Elle a appris très tôt que l'amour peut s'effondrer comme un château de cartes, que la confiance est une denrée fragile, et que même une famille unie peut cacher des mensonges dévastateurs. Ce qu'elle ignore encore à ce stade, c'est que la plus profonde de ses blessures, celle qui la marquera à vie, est sur le point de survenir, tapie dans l'ombre d'un amour naissant. Le 18 décembre 1950, à l'âge de 22 ans, Line épouse Loulou Gasté, alors âgé de 42 ans, dans une cérémonie qui, aux yeux du public fasciné, semble tout droit sortie d'un conte de fées, la jeune étoile montante unie à son mentor charismatique. Les journaux de l'époque en font leur chou gras, célébrant cette union comme une belle histoire d'amour entre une artiste en herbe et l'homme qui a sculpté sa carrière. Mais derrière les flashs des photographes et les sourires figés pour les caméras, la réalité est bien plus nuancée, plus complexe, teintée de dépendance et de sacrifice. Loulou n'est pas seulement un mari aimant, il est le pilier central de sa vie professionnelle, le chef d'orchestre invisible qui dirige chaque aspect de son ascension. Il écrit ses chansons les plus emblématiques, choisit ses tenues avec un œil expert, corrige sa posture sur scène, et va même jusqu'à modifier son apparence physique pour qu'elle corresponde à l'idéal de beauté de l'époque. Il a changé mes dents, mon poids, ma garde-robe, avouera-t-elle plus tard dans une confidence rare, ajoutant avec une pointe de mélancolie, je lui faisais totalement confiance. Cette confiance absolue, presque filiale, devient le ciment de leur relation, mais elle révèle aussi une inégalité profonde, où Line, encore jeune et impressionnable, se laisse modeler comme une argile entre les mains d'un sculpteur. Pourtant, cette confiance sera mise à l'épreuve de la manière la plus douloureuse qui soit. À 18 ans, peu avant leur mariage officiel, Line tombe enceinte, un événement qui, dans la France conservatrice et puritaine des années 40, représente un scandale potentiel capable de ruiner non seulement une réputation, mais une carrière entière. Loulou,
Tout juste divorcé d'une précédente union et craignant les ragots de la presse comme les jugements de sa famille traditionnaliste, insiste pour interrompre la grossesse. Ce qui devait être une procédure discrète, arrangée dans l'ombre pour préserver les apparences, tourne au cauchemar absolu. Ce n'était pas un avortement, c'était un cauchemar dans un couloir sombre, confiera-t-elle des décennies plus tard, sa voix brisée par l'émotion, décrivant les instruments froids, la douleur lancinante et le silence oppressant qui ont marqué ce moment. Une septicémie s'installe rapidement, transformant l'intervention en une lutte pour la survie. Lynn frôle la mort sur une table de cuisine improvisée, où un médecin de famille, appelé en urgence, tente désespérément de la sauver avec des moyens rudimentaires. Cet enfant qu'elle n'aura jamais, cet être qu'elle imagine encore aujourd'hui avec une tendresse infinie, devient son plus grand regret, une ombre qui plane sur toute sa vie. Il aurait 60 ans aujourd'hui, murmure-t-elle souvent, le regard perdu dans un passé alternatif où elle aurait pu être mère, où sa vie aurait pris un tout autre chemin. Ce drame intime marque un tournant irréversible. Lynn n'aura jamais d'enfant, une blessure qu'elle enfouit au plus profond d'elle-même, sous des couches de sourires éclatants et de performances éblouissantes sur scène. Elle continue à chanter pour des publics conquis, à sourire pour les caméras, à briller comme si rien ne l'avait atteinte, mais derrière les rideaux de velours des théâtres, elle pleure en silence une vie qu'elle n'a jamais vécue, celle d'une maternité volée par les circonstances et les peurs sociétales. Malgré tout, elle reste fidèle à Loulou pendant 45 longues années, jusqu'à sa mort en 1995, leur lien reposant davantage sur un respect professionnel mutuel et une complicité artistique que sur une passion dévorante. « Je l'aimais, mais pas physiquement », admettra-t-elle un jour, révélant la complexité de leur relation. Mais le cœur de Lynn, assoiffé d'un amour plus charnel, plus libre, trouve refuge ailleurs. Dans les années 60, lors d'un voyage aux États-Unis, elle rencontre Nat Jacobson, un homme d'affaires américain charismatique, fondateur du mythique Caesars Palace à Las Vegas, un empire de luxe et de divertissement. Nat est tout ce que Loulou n'est pas, riche, magnétique, audacieux, avec un charisme qui illumine les pièces où il entre. « Je l'ai regardé, et j'ai su que ce serait une histoire », dira-t-elle, un sourire complice aux lèvres, se remémorant ce coup de foudre instantané. Pendant 15 ans, ils vivent une passion folle, secrète, cachée aux yeux du monde pour éviter les scandales. Des rendez-vous clandestins à Las Vegas, des lettres enflammées échangées en cachette, des moments volés qui font battre son cœur comme jamais. Lynn, déchirée entre son devoir envers Loulou ou ce pilier stable de sa vie et son amour irrésistible pour Nat, mène une double existence, un équilibre précaire entre loyauté et désir. À la mort de Nat en 1987, elle est anéantie, un vide immense s'ouvrant en elle. « J'ai aimé 2 hommes », confesse-t-elle finalement dans une interview poignante. L'un sans passion charnelle, l'autre avec tout mon cœur. Il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie, pour comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Mais cette passion, aussi intense et libératrice soit-elle, ne comble pas entièrement le vide laissé par l'enfant perdu, rappelant que les regrets les plus profonds sont ceux qui naissent des choix imposés par la vie. En 2002, alors que Lynn savoure encore les applaudissements d'un spectacle triomphal, une nouvelle figure entre dans sa vie de manière inattendue, apportant avec elle un mélange d'espoir, finalement, de désillusion. Après une représentation émouvante, un ami proche aborde Lynn en coulisses et lui demande si elle accepterait de rencontrer une jeune fille de 17 ans, une fan absolue qu'il admire depuis ses premiers pas d'enfant. Intriguée et touchée par tant de dévotion, Lynn accepte sans hésiter. Après tout, quel mal cela pourrait-il faire ? Lorsque Jenny entre dans la loge, timide mais les yeux brillants d'excitation, elle serre contre elle un lourd classeur rempli de coupures de presse, d'articles jaunis par le temps, de photos rares et de souvenirs accumulés sur des décennies. Certaines de ces reliques, même Lynn ne les avait jamais vues, et elle est profondément émue par cet hommage personnel, cette preuve tangible de l'impact qu'elle a eu sur une vie entière. Ce qui commence comme une rencontre innocente se transforme rapidement en une relation profonde, presque filiale. Jenny, avec sa jeunesse et son enthousiasme, comble un vide que Lynn porte en elle depuis des années, celui de la maternité manquée. La jeune fille l'appelle affectueusement « Mamounette » ou « Mamie », des surnoms tendres qui touchent Lynn en plein cœur, là où elle pleure encore en secret l'enfant qu'elle n'a jamais pu porter. « J'ai fondu », avouera-t-elle plus tard, décrivant comment ces mots simples ont ravivé en elle un instinct maternel longtemps réprimé. Jenny commence à venir souvent, puis régulièrement, jusqu'à s'installer peu à peu dans la vaste maison de Lynn à la Jonchère, cette demeure chargée de souvenirs où elle vit depuis 1948. Elle devient bien plus qu'une admiratrice, une présence rassurante au quotidien, une assistante dévouée qui gère les habitudes de Lynn, organise ses archives précieuses, anticipe ses souhaits avec une précision touchante. Pour Lynn,
qui vieillit et commence à sentir les premiers assauts des problèmes de santé, Jenny représente un réconfort inestimable, une bouffée d'air frais dans une vie de plus en plus solitaire. Au fil des années, leur lien semble s'approfondir. Lynn, qui n'a jamais eu d'enfant biologique, voit en Jenny une sorte de fille adoptive, une héritière spirituelle. Elle l'implique même dans les projets de sa fondation, envisage de lui léguer une partie de son héritage, et va jusqu'à proposer de lui vendre la maison en viager, espérant que Jenny en perpétue l'esprit, les souvenirs et la magie. L'affection paraît réciproque, Jenny s'imposant naturellement. Elle a sa chambre attitrée, sa place à la table des dîners, elle gère les cadeaux des fans, filtre les appels insistants, répond aux messages avec une efficacité remarquable. Pour l'entourage de Lynn, elle est presque devenue un membre de la famille, une figure familière et indispensable. Mais comme dans toute histoire trop belle pour être vraie, des fissures commencent à apparaître, subtiles au début, puis de plus en plus troublantes. Un soir, après un dîner convivial avec des amis, Jenny s'énerve soudainement, reprochant à Lynn d'avoir passé trop de temps à discuter avec une autre femme, ignorant sa présence. Elle envoie un message accusateur, personnel d'une manière dérangeante, « Tu ne m'as même pas regardé pendant tout le repas, mamounette ». Ce possessivité jalouse, presque obsessionnelle, sème le doute dans l'esprit de Lynn, qui choisit pourtant de fermer les yeux, préférant croire en la bonté de cette relation. Jusqu'au jour fatidique où Jenny annonce triomphalement pouvoir acheter la maison comptant, affirmant avoir reçu un gros héritage inattendu. Elle produit des documents officiels, parle au notaire avec une assurance déconcertante, explique les détails du viager comme une experte chevronnée. Lynn, soulagée à l'idée d'avoir trouvé celle qui portera son legs, se sent enfin en paix. Mais la vérité éclate comme un orage soudain. L'appel du notaire est sans appel, le chèque est faux, les documents falsifiés. Jenny n'est pas celle qu'elle prétendait être, elle a menti sur son héritage, sur sa vie entière, sur ses intentions réelles. En un instant, 10 ans de confiance aveugle, de souvenirs partagés, de projets d'avenir s'effondrent comme un château de cartes. Lynn, blessée au plus profond d'elle-même mais fidèle à sa dignité légendaire, confronte Jenny avec une douceur infinie, sans cri ni scandale. « Tu n'as pas besoin d'inventer des vies, » lui dit-elle calmement, les yeux emplis de compassion mêlés de tristesse. « Construis la tienne, la vraie. » Jenny part sans un mot, et Lynn ne la reverra jamais, emportant avec elle un dernier adieu silencieux. Le lendemain de cette confrontation, une hémorragie interne grave conduit Lynn à l'hôpital en urgence. Les médecins, après des examens approfondis, concluront que le stress émotionnel intense, cette trahison qui a ravivé toutes ses blessures passées, a failli l'emporter, rappelant combien le cœur peut être fragile, même chez les plus forts. Lynn Renault n'a jamais craint la mort, au contraire, à 97 ans, elle l'envisage avec une lucidité rare, une sérénité qui force l'admiration et inspire ceux qui l'écoutent. J'ai vu trop d'amis partir un à un. Henri Salvador avec son humour irrésistible, Charles Aznavour et sa voix inoubliable, Johnny Hallyday et son énergie rock indomptable, dira-t-elle dans une interview récente, sa voix portant le poids des souvenirs accumulés. Ces pertes successives l'ont amenée à réfléchir longuement à sa propre fin, non pas avec peur ou résignation, mais avec un soin méticuleux, une volonté de tout prévoir pour épargner à ses proches la douleur inutile. Elle a planifié ses adieux avec une précision presque artistique, refusant catégoriquement une fin tragique, prolongée ou pesante qui ne lui ressemblerait pas. « Je veux une cérémonie jazz, comme celle de la Nouvelle-Orléans, avec du rythme, de l'âme, quelque chose de vivant et joyeux », confie-t-elle doucement, imaginant déjà les notes de trompette et de saxophone résonnant pour célébrer sa vie plutôt que pour la pleurer. Pas de larmes inutiles, pas de discours interminables, juste de l'émotion vraie, pas pesante. Elle s'inspire des funérailles d'Henri Salvador, qu'elle décrit comme les plus belles auxquelles elle est assistée, émouvantes mais légères, un hommage vibrant à une vie bien remplie. Lynn veut mourir chez elle, dans son lit à la Jonchère, cette maison qu'elle habite depuis 1948, entourée de ses souvenirs, avec son fidèle chien pirate blotti à ses côtés, ronronnant de content. Pas d'hôpital avec ses machines froides, pas d'agonie prolongée par des traitements inutiles, insiste-t-elle. J'ai vu ma mère souffrir inutilement, et je ne laisserai jamais ça se reproduire pour moi ou pour ceux qui m'aiment. Cette vision personnelle de la fin de vie l'a poussée à devenir l'une des voix les plus franches et influentes en France en faveur du droit à mourir dans la dignité. Elle s'est exprimée avec passion devant les députés à l'Assemblée nationale, plaidant pour une loi sur l'aide médicale à mourir, partageant des souvenirs intimes de proches en souffrance, en particulier Loulou Gasté qui, dans ses derniers jours, la suppliait d'en finir. Il me répétait sans cesse « Quand est-ce que ça s'arrête ?» leur a-t-elle confié, les yeux brillants de larmes retenues. Et je n'avais pas de réponse à lui donner. En 2022,
Elle signe une tribune poignante avec le député Olivier Falorni, appelant à légaliser cette aide, non pas en tant que star intouchable, mais en tant que femme ordinaire ayant assez vécu pour comprendre la vraie souffrance. Quand il n'y a plus rien à faire, pourquoi prolonger la douleur inutilement, demande-t-elle rhétoriquement. On choisit nos vies avec liberté, on devrait pouvoir choisir nos morts de la même manière. Rien n'est laissé au hasard dans ces préparatifs. Ses volontés funéraires sont déposées chez un notaire de confiance, sa maison restera intacte comme un musée vivant de son époque, et ses archives, lettres personnelles émouvantes, enregistrements rares, souvenirs de Loulou ont déjà été légués à l'État français pour préserver sa mémoire. Tout est prêt, dit-elle simplement, avec un sourire tranquille. Maintenant, il ne me reste qu'à vivre encore un peu, à profiter des petits plaisirs du quotidien. Il n'y a aucun drame dans sa voix, aucune peur palpable, juste l'acceptation sereine d'une femme qui a toujours tenu les rênes de son récit personnel et qui entend bien écrire elle-même le dernier chapitre, avec grâce et dignité. Au-delà de ses réflexions intimes, Lynn a marqué l'histoire par un engagement social inébranlable, transformant ses blessures personnelles en combat collectif. Dans les années 80, lorsque le sida ravage des vies entières dans l'indifférence générale, elle n'hésite pas à s'impliquer corps et âme, cofondant SIDAction aux côtés d'Elisabeth Taylor et Pierre Berger, bravant les critiques virulentes et les sacs entiers de lettres de haine qui inondent sa boîte aux lettres. Elisabeth m'avait prévenu, « Tu vas perdre ta popularité », racontera-t-elle. Et elle avait raison, je l'ai perdue temporairement. Mais je n'ai jamais arrêté. Elle prête sa voix aux malades marginalisés, tient leurs mains dans les hôpitaux, pleure avec leur famille, rendant dignité à ceux que la société rejetait. Au début, il n'y avait rien d'autre que l'espoir, dira-t-elle. Et j'ai vu des gens mourir dans une souffrance inimaginable, ce qui m'a fait comprendre la douleur réelle. En 2024, elle préside avec émotion le 30e anniversaire de SIDAction, un cap qu'elle n'aurait jamais cru atteindre, émue de voir comment la France a évolué, transformant un virus mortel en une maladie gérable. L'État français, reconnaissant enfin son rôle au-delà de la scène, lui décerne la Grand Croix de la Légion d'honneur, inaugure un jardin à son nom près des Champs-Élysées, et en 2025, elle fait un geste d'éternité en léguant l'ensemble de ses archives personnelles et celles de Loulou aux archives nationales. Ce n'est pas juste du papier jauni ou des bandes magnétiques, c'est un don précieux de mémoire, un legs pour les générations futures qui pourront plonger dans l'intimité d'une vie extraordinaire. Peut-être est-ce cela qui définit Lynn Renault plus que tout, sa capacité infinie à donner, sa voix pour enchanter, sa maison pour accueillir, son temps pour aider, et même ses blessures pour inspirer. Elle n'a jamais cherché à devenir un symbole, mais à la fin de sa vie, elle l'est devenue naturellement, celui de la générosité inépuisable, de la ténacité face à l'adversité, et d'une existence qui continue à résonner, même après le silence final de la scène. Lynn Renault n'est pas seulement une artiste légendaire qui a enchanté des générations avec sa voix et son charisme, elle est une femme extraordinaire qui a transformé ses blessures les plus intimes en une force inébranlable, ses regrets en combat passionné pour un monde meilleur, et ses amours complexes en leçons de vie universelle. De l'enfant discrète de Pontiep, marquée par les ombres de la guerre, à l'icône intemporelle qui a légué son histoire entière à la France, elle nous rappelle avec une douceur infinie que la vie, même imparfaite et semée d'épreuves, mérite d'être vécue avec courage, authenticité et générosité. Quelle partie de son histoire incroyable vous a le plus touché, surpris ou inspiré? Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous, vos réactions sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Et si vous avez aimé cette plongée émouvante dans la vie d'une légende, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi puissants et captivants, et d'activer la cloche pour être notifié en premier. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien, c'est grâce à vous que ces histoires continuent à vivre. À bientôt pour une nouvelle aventure.